Dans la France du XVIIe siècle, Louis XIV condamne son frère jumeau à un sort terrible, de peur qu'il ne lui vole sa couronne. Il lui enserre la tête dans un masque de fer. Il avait ordre de ne jamais l'enlever sous peine de mort. Mais les historiens doutent de la réalité de cette version. Et depuis 300 ans, l'identité du prisonnier demeure mystérieuse. Nous allons plonger au fond des sombres geôles du royaume de France pour tenter de percer ce mystère grâce à la médecine moderne et à l'étude des documents d'archives. Voici le dossier secret sur l'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer est l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire de France. Les témoignages qui nous sont parvenus incitent les historiens à penser que 2 personnes détiennent la clé du mystère. En étudiant la carrière de ces 2 hommes, il est à présent possible de reconstituer la vie du prisonnier anonyme. L'un d'eux est son gardien, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. L'autre est l'un des écrivains français les plus célèbres, le grand Voltaire. Il est le premier à publier son histoire. L'historien Roger Pearson est spécialiste de la littérature française classique. Dès sa jeunesse, Voltaire critique l'État. Il adore s'élever contre l'establishment et il s'est toujours dressé contre l'ordre établi. Il a ses propres visées politiques qu'il poursuivra toute sa vie. Il se donne pour mission d'affaiblir le pouvoir de la dynastie Bourbon car il est partisan d'une monarchie modérée. À l'âge de 23 ans, sa haine du système politique s'intensifie quand il en devient lui-même la victime. Dans la France du XVIIe et du XVIIIe siècle, la lettre de cachet était l'instrument de l'oppression par excellence. Signée par le roi et contresignée par un ministre, elle suffisait à envoyer un officier arrêter la personne désignée. La lettre de cachet existe depuis le XIIIe siècle. 400 ans plus tard, Louis XIV l'utilise sans compter pour infliger des sanctions allant de courtes incarcérations à des condamnations à vie pour ceux qui sont tombés en disgrâce. Julian Swann est historien, spécialiste du système judiciaire français des XVIIe et XVIIIe siècles. Sous Louis XIV, la justice fonctionnait très efficacement. Mais comme dans certains systèmes politiques plus modernes, le pouvoir se réservait la possibilité de se protéger. On pouvait enfermer des individus sans qu'ils aient droit à un procès, ni même qu'ils sachent pourquoi ils avaient été emprisonnés. En 1717, Voltaire commet le crime de moquer le régent Philippe d'Orléans. Le régent l'a très mal pris. Il a signé une lettre de cachet et Voltaire a été incarcéré à la Bastille. Ça a été sa première expérience personnelle de l'injustice. L'absolutisme du roi Soleil hante certainement les pensées de Voltaire alors que la porte de son cachot se referme sur lui. Un peu plus de 40 ans plus tôt, un scandale retentissant a ébranlé le royaume et provoqué une vague d'arrestations. L'affaire des poisons est l'une des grandes causes célèbres du XVIIe siècle. Elle a démarré par le procès spectaculaire de Madame de Brinvilliers, une marquise, une femme de haute extraction. Avec son amant, elle empoisonne son père et ses 2 frères dans le but d'hériter. L'hystérie s'empare de la population quand un nombre croissant de membres de la noblesse sont impliqués dans des empoisonnements. Il y aurait même une conspiration contre le roi.
La chasse aux sorcières traque toute personne soupçonnée de ses activités diaboliques. Pour la plupart, ça se terminait par l'emprisonnement et même la mort. Au cours de l'enquête, plus de 100 personnes sont arrêtées et probablement une trentaine exécutées. Le traitement infligé aux prisonniers finit par susciter un intérêt inopportun de la part des autres pays européens. L'Inquisition cesse. À la fin de l'enquête sur l'affaire des poisons, le gouvernement s'est retrouvé dans une situation délicate. Il détenait au moins 65 personnes qui en savaient beaucoup sur ce qui s'était passé et qui étaient trop dangereuses pour être libérées. Le roi les fait enfermer dans différentes forteresses du royaume. Le marquis de Louvois, son secrétaire d'État à la guerre, ordonne que les prisonniers soient dépouillés de leur identité. Même leurs gardiens ne doivent pas connaître leur nom. Ils étaient enchaînés au mur dans des cachots et oubliés là. Certains étaient encore en vie 40 ans plus tard. Heureusement pour lui, Voltaire échappe à ce sort funeste. Il ne passe que près d'1 an à la Bastille, mais cela suffit à l'affecter profondément. Il y est resté 11 mois et en est ressorti complètement transformé. Car lui aussi a été victime d'injustice. Bien sûr, il avait eu tort de brocarder le régent par écrit. Néanmoins, il ne faisait qu'exprimer la pensée de la plupart des gens. Il n'avait rien fait de différent des autres. Pourtant, il avait été condamné sans possibilité de plaider sa cause. Dès lors, Voltaire n'a de cesse de saboter le régime. 30 ans plus tard, il immortalise l'histoire qui deviendra l'une des légendes françaises les plus tenaces. En 1751, il publie Le siècle de Louis XIV, où l'on trouve la première référence imprimée à un prisonnier masqué. Le prisonnier portait un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissaient la liberté de manger avec le masque sur le visage. On avait ordre de le tuer s'il se découvrait. Le livre de Voltaire donne tous les détails. Il décrit comment la tête du détenu reste scellée dans le fer durant 40 ans, au fil de ses transferts de prison en prison. On convoya dans le plus grand secret un prisonnier inconnu. Voltaire affirme que le prisonnier est escorté par un officier chargé de tenir son identité secrète, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Selon les historiens, c'est l'autre personnage qui pourrait permettre de résoudre le mystère du masque de fer. Saint-Mars est un gouverneur de prison respecté, responsable de prisonniers de haut rang qui le suivent au gré de ses mutations. De nombreuses sources témoignent de sa carrière. Robin Briggs est spécialiste du XVIIe siècle français. Il dirige des recherches sur l'homme au masque de fer et sur son geôlier. La carrière de Saint-Mars débute chez les mousquetaires. En 1664, le vrai d'Artagnan le recommande comme gardien de Nicolas Fouquet, le ministre des Finances disgracié qu'on envoie à la forteresse isolée de Pignerol dans les Alpes. Aujourd'hui, Pignerol est en territoire italien et se nomme Pinerol. Il ne reste aucune trace de la prison dirigée par Saint-Mars. Mais au XVIIe siècle, son donjon est l'un des plus austères et des plus rébarbatifs du royaume. Pignerol est une ville fortifiée au pied des Alpes. Il y a un château dont les murailles sont dotées de plusieurs tours. 2 d'entre elles ont été aménagées pour loger des prisonniers. Les archives ont gardé une partie de la correspondance entre Saint-Mars et Monsieur de Louvois, son supérieur. De par ses fonctions, Louvois est l'ultime responsable de la carrière de Saint-Mars, qu'il considère comme un de ses fidèles. Il reste en contact depuis la nomination de Saint-Mars à Pignerol jusqu'à la mort de Louvois en 1691, période clé durant laquelle les détenus sont enfermés dans différentes prisons.
Après Pignerol, de 1681 à 1687, Saint-Mars est muté dans une autre forteresse montagnarde, Exil. Il n'y a que 40 kilomètres entre Pignerol et Exil. Mais le voyage dans les montagnes a dû être éprouvant. La forteresse d'Exil domine le paysage environnant. C'est aujourd'hui un musée, mais le bâtiment est aussi intimidant qu'à l'époque. C'est une région très reculée. Saint-Mars lui-même ignorait s'il obtiendrait une autre promotion, s'il serait envoyé ailleurs. Quant aux prisonniers, ils devaient penser qu'ils resteraient enfermés là jusqu'à la fin de leur jour. Une perspective des plus déprimantes pour l'un comme pour les autres. Plus important, une lettre de Louvois à Saint-Mars, datée du 2 mars 1682, réitère l'ordre cruel de ne jamais nommer les malheureux détenus. Le gouvernement met en œuvre une politique de terreur en agissant dans la plus grande opacité. Comme il est important d'empêcher que les prisonniers qui sont à Exil, que l'on nommait à Pignerol les prisonniers de la tour d'en bas, n'aient aucun commerce, le roi m'a ordonné de vous commander de les faire garder si sévèrement et de prendre de telles précautions que vous puissiez répondre à sa majesté qu'ils ne parleront à qui que ce soit, non seulement de dehors, mais même de la garnison d'Exil. Selon les historiens, Saint-Mars n'a que 2 prisonniers à Exil. Ceux qu'il a amenés